Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter ce deuxième webinaire consacré à l'organisation spatiale de la bouche. Ce travail a été fait avec la collaboration du docteur Jean-François Ardouin, du docteur Daniel T. et de la doctoresse Emanuela Favetti. Savez-vous quel est le dénominateur commun en toutes les dysmorphies buccales suivantes? Le cas de Rachel, 18 ans, qui a cette 25 qui est incluse. Le cas d'Alexis, 35 ans, avec tous ses problèmes, notamment au niveau orthodontique, un encombrement incisif inférieur majeur, des problèmes de parodontopathie, des problèmes de prothèses multiples. Le cas de Jeanne, avec cet articulé inversé à gauche, ce diastème interincisif important, la position vestibulée des incisives centrales supérieures, la position de la 32, cette supraocclusion très marquée et ces problèmes de caries des dents de lait à droite, à gauche, ou de dents qui ont été soignées sur ce côté gauche. Le cas de Thierry, un cas de classe 3 squelettique important, très marqué, avec ce double articulé inversé droite et gauche, la déviation mandibulaire à droite, les problèmes de dents dévitalisées sur la 11 et la 21, une courbe de SPI très marquée et des dents absentes, secteur 4 comme au niveau du secteur 3. Quel est le dénominateur commun donc avec un autre cas, celui de Pierre-Emmanuel, 21 ans, qui a cette dent 31 qui n'a toujours pas trouvé sa place. Je dis toujours pas trouvé sa place parce qu'il y a eu au préalable pendant 5 ans un traitement d'orthodontie multi-attache avec l'extraction des 4 premières prémolaires définitives, une courbe de SPI toujours très marquée, et donc cette 31 qui a récidivé, qui revient dans la position vestibulée que vous avez sous les yeux. Ou le cas de cette jeune dame, avec cette infraclusion incisive, antérieure et latérale, dans laquelle s'interpose la langue à chaque déglutition, malgré là aussi un traitement d'orthodontie et l'extraction des 4 premières prémolaires et un affaissement au niveau postérieur, une sous-dimension verticale postérieure à droite comme à gauche. Le cas de ce jeune garçon avec cette langue qui sort, cette bouche entrouverte, la position vestibulée des incisives supérieures, la biendognatie droite et gauche et ce diastème interincisif. Quel est le dénominateur commun avec cet autre cas d'un adulte qui a beaucoup usé ses dents, avec cette déviation mandibulaire à droite très marquée, une des caractéristiques des bruxomanes, et cette usure dentaire extrêmement importante, très sévère, et toujours cette courbe de SPI
qui est marqué et inégal du côté droit comme du côté gauche. Le dénominateur commun avec le cas de Janine, 55 ans, cette supraocclusion importante, les dents du bas touchent dans le palais, ce diastème interincisif extrêmement important et la position vestibulée des incisives supérieures et toutes ces multiprothèses à droite, à gauche comme à droite, en bas, et ces problèmes de parodontopathie, de tartre sur toutes ces incisives inférieures. Quel est le dénominateur commun avec ce cas, cette béance extrêmement sévère, bien plus marquée à droite qu'à gauche et au niveau antérieur, avec cette position des incisives, ce manque de place, ce problème parodontal bien marqué. Cet enfant plus jeune qui a aussi une béance extrêmement sévère avec un affaissement postérieur. Quel dénominateur commun avec le cas de ce petit garçon, de cet enfant qui a une fente palatine monolatérale gauche, cet articulé inversé à gauche, cette fente palatine très marquée, cette supraocclusion qui bloque tout à droite, cette absence de contact à gauche et cette biangdognathie, ce maxillaire très fermé à droite. Quel dénominateur commun entre tous ces cas est le cas de cette petite qui, elle, a une fente palatine et un palais évidemment creux et étroit. Ou ce garçon, Anthony, qui est en respiration buccale, avec la langue qui s'interpose, les yeux qui ont l'air de se fermer, qui manquent de vie. Le cas de Sabine, une adulte, qui a cette bouche constamment entrouverte, avec cette langue qui s'interpose, ou le cas d'Erwan, avec également cette bouche entrouverte, la langue qui s'interpose. Un autre cas d'adulte, avec une déviation mandibulaire importante à gauche, une supraocclusion très importante, ou le cas de Claire, qui est plus jeune, qui a aussi cette déviation à gauche, et ces canines qui peinent à trouver leur place. La supraocclusion également très marquée. Quel est le dénominateur commun à tous les cas que vous venez de voir et à toutes ces pathologies que nous voyons quotidiennement dans nos cabinets, ces pathologies diverses et très sévères? Eh bien, le dénominateur commun, c'est l'absence d'équilibre buccal. À la fin de la précédente présentation, je vous ai dit que toute stabilité buccale est une affaire d'équilibre. L'équilibre buccal est donc la solution au problème de récidive en orthodontie. Plus largement, il conditionne la stabilité et la longévité de la denture naturelle, mais également des prothèses, des implants et de tous les travaux que nous faisons quotidiennement dans la bouche de nos patients. Toutes les spécialités de la dentisterie sont donc concernées. Qu'est-ce que donc cet équilibre qui donne une réponse claire à ce problème de récidive? Je vais d'abord vous parler du professeur Little de Washington, qui dans une publication donne en 16 leçons
la quintessence de son expérience. Il dit, entre autres, que la récidive est normale. Il précise même que c'est un retour à la physiologie normale. Et voilà comment on fait de la pathologie la norme. Comment accepter un tel arrangement avec sa conscience? Comment accepter l'étau où la pensée unique emprisonne tout ce qui la gêne? Il aurait été tout à fait acceptable, honorable, que le professeur Little et tous ceux qui font de la récidive une quasi-constante de leur traitement, que le professeur Little donc dise, par exemple, avec les moyens que j'ai utilisés durant ma carrière, je dois conclure que la récidive est la norme. Il est possible qu'il existe d'autres solutions, mais je ne les connais pas. L'attitude proposée par l'OSB n'attente en rien au savoir objectif. Elle demande seulement à le regarder à la lumière des faits. Ce qui est demandé, c'est uniquement une sensibilité au symbolisme des faits. Car l'observation précise de tous les faits, sans jugement hâtif sur ce que l'on observe, est la condition préalable à tout travail scientifique sérieux. L'observation dans le calme d'un phénomène connu depuis longtemps, sans les estimations et les jugements hâtifs habituels, ce que l'on croit savoir, nous permet de découvrir des choses qui nous sont encore jamais venues à la conscience auparavant. Cela permet de faire des relations entre un effet et ses conséquences, et donc de ne pas confondre cause et conséquence. Et cela donne la possibilité de traiter les causes d'un problème et non d'engager le traitement des symptômes. S'il y a très souvent des récidives, c'est qu'il y a un problème de diagnostic. Or, le diagnostic inclut la thérapeutique. C'est un point important, car le diagnostic est évidemment essentiel quant à la conduite de la thérapeutique. L'insuffisance du diagnostic conduit inévitablement à l'indigence des techniques. Le diagnostic, vous le savez, consiste à faire l'examen méthodique de l'ensemble des symptômes que présente un malade. Mais il y a une différence fondamentale entre un diagnostic et la dénomination exacte des rapports d'occlusion qui ne sont en fait que des symptômes parmi d'autres. Ce qui amène donc très souvent à une confusion entre cause et conséquence. Sur le plan dentaire, par exemple, une classe 2 donne la position rétrognate de la mandibule. Cela, c'est la conséquence. Le diagnostic de la classe 2 nous amène à faire une étude approfondie des causes de la classe 2 et nous montre qu'il y a toujours des causes fonctionnelles et des conséquences structurelles. Elles sont intimement liées et interdépendantes. Il en est de même pour toutes les dysmorphies bucco-dentaires. Il y a aussi, bien sûr, les causes héréditaires. Comme cela a été montré par beaucoup d'auteurs, au cours de la croissance, il y a dualité entre hérédité et la fonction. Nous nous occuperons de la fonction. Cela dit, pour être plus précis, nous dirons que nos multiples observations nous amènent à dire que les causes des dysmorphies bucco-dentaires
sont la combinaison de facteurs héréditaires, de facteurs épigénétiques et de facteurs individuels. Il faut bien prendre note de 2 points. Le diagnostic structurel, architectural, se fait toujours dans les 3 sens de l'espace. Le diagnostic fonctionnel et structurel doit impérativement donner la thérapeutique. Par ailleurs, l'OSB se fonde sur cette loi universelle, ne tolérant aucune exception, la loi de l'équilibre morpho-fonctionnel qui subordonne la structure à la fonction et réciproquement. Forme et fonction sont réciproquement inséparables. Dans cet esprit, tout ce qui précède nous a amené à parler de syndrome. Voici, en images, les syndromes tels que proposés par la méthode OSB. Les syndromes de toutes les dysmorphies bucco-dentaires selon l'OSB, que je vais donc vous présenter maintenant, en vous parlant d'abord de ce que nous appelons notre proposition, c'est-à-dire nous faisons un diagnostic, nous utilisons des moyens et seul le résultat nous dira si notre diagnostic était bon. C'est non seulement le résultat obtenu, mais également, vous l'avez compris, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, la stabilité du résultat à long terme. Qu'entendons-nous par syndrome selon l'OSB? Nous avons défini en fait 7 syndromes. Il y a le syndrome de la classe 1, de la classe 2, pardon, le syndrome de la classe 3, le syndrome de la supraocclusion, celui de la béance, celui du bruxisme, le syndrome de la prothèse partielle et le syndrome de la prothèse complète. Pourquoi parlons-nous de syndrome? Nous parlons, dans le cas de la classe 2, il y a des causes fonctionnelles et des causes et des conséquences structurelles. Dans le syndrome de la classe 2, les causes fonctionnelles sont les fonctions neurovégétatives, c'est connu depuis fort longtemps. Il y a une perturbation de ces fonctions que sont la ventilation nasale, la déglutition, la mastication. Sur le plan de la forme, nous aurons une mandibule en retrait, une surdimension verticale, une biangognathie maxillaire et mandibulaire. Ce qui veut dire très clairement que si nous avons là les causes et les conséquences de la classe 2, il faudra, si ça notre diagnostic, il faudra donc rééduquer la ventilation nasale, rééduquer la déglutition, rééduquer la mastication. Sur le plan de la forme, il faudra donc mettre la mandibule plus en avant, puisqu'il y a une sous-dimension verticale, augmenter la dimension verticale, et puisqu'il y a une biangognathie maxillaire et mandibulaire, faire de l'expansion transversale. La particularité de tous les syndromes selon l'OSB, c'est que l'on va retrouver dans tous les cas les mêmes dysfonctions et les mêmes déformations de la forme, toujours dans les 3 plans. Dans le cas de la classe 3, nous aurons donc des dysfonctions de la ventilation nasale, de la déglutition, de la mastication, et sur le plan de la forme, dans les 3 plans de l'espace, vertical, sagittal, transversal, nous aurons un hypodéveloppement du maxillaire, une sous-dimension verticale, une biangognathie maxillaire et mandibulaire. Je dis bien et mandibulaire. Ce qui veut dire donc que pour les cas de la classe 3, il faudra faire la rééducation de la ventilation nasale, la rééducation de la déglutition et de la mastication. Et sur le plan de la forme, il faudra stimuler le développement du maxillaire dans les 3 plans
transversale et sur le plan antéro-postérieur. Puisqu'il y a une sous-dimension verticale, il faudra augmenter la dimension verticale et augmenter la dimension transversale, maxillaire et mandibulaire. Dans le syndrome de la supraocclusion, nous retrouverons donc également les dysfonctions de la ventilation nasale, de la déglutition et de la mastication. Et sur le plan de la forme, nous aurons un recouvrement vertical antérieur excessif. Excessif veut dire pour nous plus de 1 mm. Une sous-dimension verticale antérieure et postérieure, donc il faudra augmenter la dimension verticale antérieure et postérieure. Une mandibule qui peut être en avant ou en arrière. Et une biangognathie maxillaire et mandibulaire. Donc, il y a toujours perturbation des fonctions et toujours une augmentation de la forme dans les trois plans, y compris dans les cas de béance, le syndrome de la béance, où il y a perturbation de la ventilation nasale, de la déglutition, de la mastication. Et sur le plan de la forme, nous aurons un excès vertical antérieur et une sous-dimension verticale postérieure, ce qui veut dire très clairement qu'il faudra, dans les cas de béance, augmenter la dimension verticale postérieure en même temps que l'on va faire de l'expansion maxillaire et mandibulaire et que nous ferons la rééducation de la ventilation nasale, de la déglutition et de la mastication. Le syndrome du bruxisme, nous retrouvons les mêmes dysfonctions de la ventilation nasale, de la déglutition et de la mastication. Et sur le plan de la forme, nous aurons un hypodéveloppement maxillaire et mandibulaire, une sous-dimension verticale, une biendognathie maxillaire et mandibulaire. Donc ce que nous proposons dans les cas de bruxisme, non seulement il faut augmenter la dimension verticale, mais également il faut stimuler le maxillaire sur le plan de sa forme dans les trois plans et faire de la rééducation de la ventilation nasale, de la déglutition et de la mastication. Nous avons d'autres moyens, d'autres critères d'amélioration que je développerai au cours d'autres webinaires dans les cas de bruxisme. Le syndrome de la prothèse partielle, nous retrouvons là aussi les dysfonctions neurovégétatives, donc ventilation nasale, déglutition, mastication. Et sur le plan de la forme, nous aurons une mandibule qui sera en retrait ou en avant, une sous-dimension verticale, une biendognathie maxillaire et mandibulaire. Et évidemment, une perte partielle des dents. Enfin, dans le syndrome de la prothèse complète, il y a une perturbation de la ventilation nasale, de la déglutition, de la mastication. Sur le plan de la forme, nous aurons une mandibule en retrait ou en avant, une sous-dimension verticale, une biendognathie maxillaire et mandibulaire, une perte totale des dents. Quand il y a perte totale des dents, j'entends votre question, mais comment pouvez-vous faire de l'expansion maxillaire ou mandibulaire quand il n'y a plus de dents? J'entends et je comprends votre question, mais je vous montrerai certaines choses au cours des prochains webinaires. Vous verrez ce que l'on peut obtenir. Mais sachez qu'il est essentiel pour avoir une bouche équilibrée pour quelqu'un qui a perdu ses dents, de faire cette rééducation de la ventilation nasale, de la déglutition et de la mastication, et d'augmenter la dimension verticale et transversale. Avec la rééducation fonctionnelle donc, et le remodelage structurel au cours de la thérapeutique, conduit dans la mesure du possible dans le respect de la physiologie du patient, nous avons des résultats toujours très étonnants, comme vous allez le voir dans le cas de ce petit garçon, Théo, qui commence à écrire. Et vous voyez, quand il écrit, il est très concentré, la langue est sortie.
Ensuite, nous lui mettons un activateur dans la bouche, activateur dont je vous parlerai dans les autres webinaires, qui est l'outil principal de nos traitements. Donc nous lui mettons un activateur dans la bouche, comme vous pouvez le voir ou le deviner dans cette photo, deuxième photo, où Théo n'a plus la langue qui sort. Les effets sont immédiats. Il est donc en train d'écrire, il écrit mamie, vous voyez, sur la photo 1, il n'arrive pas à écrire dans les lignes. Et sur la photo 2, quand il a l'activateur en bouche, tout de suite l'écriture est meilleure. C'est-à-dire donc que les effets sur le plan neurologique du port de l'activateur sont instantanés. Cette expérience, vous pouvez la renouveler dans vos cabinets, chez vous, si vous avez des enfants en phase d'apprentissage de l'écriture. Vous aurez systématiquement ce même type de résultat. Donc l'enfant écrit, comme il le fait d'habitude, il n'écrira pas dans les lignes. Ensuite, vous lui faites avaler la salive, vous lui mettez son activateur dans la bouche et il se remet à écrire. Et tout de suite, l'écriture est meilleure. Et cette expérience, vous pouvez la multiplier autant que vous voulez, vous aurez toujours ce type de résultat. Maintenant que nous avons fait le diagnostic fonctionnel et structurel, la question qui se pose est la suivante. Y a-t-il des critères d'équilibre fiables sur lesquels on pourra se reposer dans la conduite des traitements des dysmorphies bucco-dentaires? La désorientation spatiale que l'on voit en bouche est à l'image de la désorientation intérieure que vit le patient. Le dentiste doit avoir un point de vue architectural, donc tridimensionnel, de la bouche de son patient. Une responsabilité énorme incombe à l'architecte d'intérieur qui va concevoir un nouvel espace de vie pour le malade. Il est non seulement indispensable de rechercher les causes du problème, mais il est également fondamental d'avoir une image aussi pertinente que possible de l'objectif architectural que l'on recherche, la bouche équilibrée, avant que l'on puisse savoir quoi que ce soit des besoins des malades. Cette manière de penser permet de détecter l'information erronée qui a conduit au déséquilibre buccal et de proposer des solutions dont la pertinence ne sera confirmée que par la stabilité du résultat. Voici donc les questionnements que nous nous sommes posés. Quand un traitement d'orthodontie est-il terminé? Quels critères suivre pour une reconstruction prothétique? Quels critères suivre pour avoir la stabilité du résultat? L'observation des faits nous a conduit à définir 7 critères de l'équilibre d'une bouche fonctionnelle, critères reproductibles, quelles que soient les dysmorphies. Dans ce webinaire, après vous avoir donné ces 7 critères, j'insisterai particulièrement sur 3 d'entre eux. Chacun des 7 critères est important. Nous les développons dans le cours, mais ici, les 3 dont je vais vous parler sont ceux de base qui sont par ailleurs intimement liés aux autres critères. Je vous en parle également ici en priorité parce que ces 3 critères d'équilibre vont vous permettre de faire les premières observations sur vos cas de récidive. En effet, je vous ai déjà dit que dans la littérature, on trouve les chiffres suivants. Il y a 70 à 90% de récidives. Cela veut dire qu'il y a 10 à 30% de cas stables.
Eh bien, je vous tiens le pari que vous retrouverez dans ces cas stables, de façon plus ou moins marquée, les critères que je vais vous présenter maintenant. Voici donc les 7 critères d'équilibre d'une bouche fonctionnelle tels que nous les avons définis. Il y a 6 critères d'équilibre directement modifiables, un critère d'équilibre indirectement modifié. Dans ces 6 critères d'équilibre, il y a 2 critères de fonction et 4 critères de forme. Dans le critère d'équilibre indirectement modifié, il y a un critère de fonction et de forme. Dans les 2 critères de fonction directement modifiables, il y a premièrement le critère numéro 1, c'est le contact sur les bandes occlusales fonctionnelles en centré. Le critère numéro 2, c'est les AFMP égaux avec contact sur toutes les dents en latéralité, côté travaillant. Les AFMP, ce sont les angles fonctionnels masticatoires de Planas. Planas est un de nos grands maîtres qui pour nous a été une révolution extraordinaire dans la compréhension de notre pratique dentaire. Nous y reviendrons. Le critère numéro 3, ce sont des critères donc de forme maintenant, ce sont les freins labiaux antérieurs centrés. Le critère numéro 4, c'est la mandibule carrée. Le critère numéro 5, c'est le plan d'occlusion parallèle au plan de Francfort. Le critère numéro 6, c'est la classe 1 molaire. Le critère d'équilibre indirectement modifié, le critère numéro 7, c'est l'anatomie identique et la position fonctionnelle des ATM. Ce sur quoi je vais insister maintenant, ce sont sur les critères numéro 2, numéro 4 et numéro 5. Le numéro 2, ce sont ces AFMP égaux, avec toutes les dents travaillant en latéralité. Ce qui veut dire donc, de façon très claire, que la protection canine est donc pathologique. Vérifiez bien, je vous l'ai dit précédemment, vérifiez bien les cas sur lesquels vous avez des récidives, vous verrez qu'il y a une protection canine. Inversement, les cas sur lesquels il y a une stabilité, vous verrez que la protection canine est quasiment inexistante. Qu'est-ce que sont ces angles fonctionnels masticatoires de Planas? Ici, dans ce webinaire, je n'ai pas prévu de vous le détailler, je vous en parle. Sachez qu'il s'agit simplement de faire latéraliser le patient à droite puis à gauche, et à chaque fois, vous devez avoir des contacts travaillant sur toutes les dents côté travaillant, comme nous allons le voir sur le cas de Mathias, 11 ans, qui après 4 ans de traitement en centré, comme vous pouvez le voir, et en latéralité, latéralité droite, contact sur toutes les dents côté travaillant, latéralité gauche, contact sur toutes les dents côté travaillant à gauche. Sur un autre plan, je vous remontre le cas donc de Mathias qui latéralise à droite sur la photo numéro 2. Il y a un contact sur toutes les dents et du côté opposé, le côté balançant à gauche, il y a contact entre les cuspides vestibulaires du bas et les cuspides palatines du haut. Là, vous avez, selon les critères du professeur Planas, la bouche idéale où les risques de récidive sont égaux à 0. Quand le patient sur la photo numéro 3 latéralise à gauche, il a à nouveau contact
sur toutes les dents côté travaillant, et côté balançant, il a ce contact entre les cuspides vestibulaires du bas et les cuspides palatines du haut. Je redis, dans un cas comme celui-là, que nous devons systématiquement rechercher, eh bien, les risques de récidive sont égaux à 0. Par rapport au cas de Juliette, qui évidemment n'a pas une bouche équilibrée, mais quand on l'a fait latéraliser à gauche, vous voyez qu'il n'y a aucun contact. Quand on l'a fait latéraliser à droite, pardon, quand on l'a fait latéraliser à gauche, il n'y a là non plus aucun contact. Cette bouche, évidemment, n'a jamais été traitée, n'est pas traitée, elle est déséquilibrée. Mais ce résultat, avec cette latéralisation et ces courbes de Spee que vous voyez très marquées à droite et à gauche elle est encore plus nette, avec cette interposition de la langue, ce sont des situations que vous pouvez rencontrer et qui donc vous donneront à tous les coups des cas de récidive. Un autre critère sur lequel je voudrais insister, c'est le professeur Planas également qui nous l'a donné, c'est cette mandibule carrée. Concrètement, ça veut dire quoi? Cette image, vous voyez que ce patient, qui est un adulte, c'est la photo à votre gauche sur l'écran, la mandibule est en arrondi par rapport à une ligne droite que vous retrouvez sur cette photo à droite. Dans un même temps, c'est un cas d'adulte, je répète, vous voyez, il y a eu 4,57 mm d'expansion à la mandibule chez un adulte. Ce qui veut dire que les cas que nous traitons avec la méthode OSB nous permettent d'avoir une expansion maxillaire, évidemment, et mandibulaire si c'est nécessaire. Et ça l'est tout le temps. Sur la photo suivante, c'est simplement pour vous montrer, sur un autre cas, ce qu'est une mandibule carrée, l'alignement des 4 incisives. Troisième critère sur lequel je veux insister, c'est le critère numéro 5, le plan d'occlusion parallèle au plan de Francfort. Oui, le plan d'occlusion parallèle au plan de Francfort. Quand il y a un contact en latéralité sur toutes les dents, évidemment, il n'y a pas de courbe de Spee. Donc, je vous disais il y a un instant que la protection canine est pathologique. La courbe de Spee également. Le plan d'occlusion parallèle au plan de Francfort, sur cette photo, vous voyez ce plan de Francfort qui passe antérieurement par le plancher de l'orbite et postérieurement au-dessus des méas acoustiques externes en bouche, avec cette plaque de Fox en bouche, c'est le cas de cette petite. Vous voyez la plaque de Fox qui symbolise le plan d'occlusion. Ces pointillés vont symboliser le plan de Camper sur lequel habituellement on se fie, alors que nous vous proposons de vous fier au plan de Francfort et le plan d'occlusion doit être parallèle au plan de Francfort. C'est un des critères très importants de la stabilité de l'équilibre occlusal. Par ailleurs, ce travail permet, comme je vais vous le montrer maintenant, d'avoir sur le plan visuel du visage des résultats toujours très intéressants et très étonnants, comme c'est ce cas traité par mon ami le docteur Ardouin, le cas de Marie-Thérèse. Vous voyez des changements d'expression du visage. Je vous laisse apprécier. Personnellement, ça fait 3200 fois que je vois ces photos, je ne m'en lasse pas. Le cas de Sabine également, toujours traité par le docteur Ardouin. Vous voyez l'expression du visage qui change, c'est-à-dire que les critères d'équilibre que je viens d'évoquer, la méthodologie que j'ai évoquée, c'est celle-là qui a été mise en pratique pour obtenir ce résultat. Le cas d'Erwan, toujours un patient du docteur Ardouin, qui était un cas de classe 3 avec cette respiration buccale. Vous voyez
le changement qui est donné à ce visage avec ce traitement. Le thème du prochain webinaire sera un sujet de la plus grande importance pour la méthode OSB. Équilibre buccal et santé, tel sera le thème donc du prochain webinaire. La mastication unilatérale témoigne toujours d'une bouche non équilibrée. Nous mangeons toujours du côté où l'AFMP est le plus petit. Par ailleurs, le professeur Vincenzo De Chico, professeur de neurophysiologie trigéminale à l'université de Pise, également responsable du service d'odontologie posturale et neurodysfonctionnelle, le professeur De Chico est engagé donc depuis longtemps dans l'étude de la relation entre l'occlusion dentaire et les maladies cognitives chez les jeunes et les adultes. Ces travaux montrent que ceux qui mastiquent de préférence à droite stimulent surtout l'hémisphère gauche, logique, rationnel, analytique, tandis que ceux qui mastiquent surtout à gauche stimulent l'hémisphère droit, c'est-à-dire celui de l'art, des émotions, de l'intuition. Oui, et alors? Oui, j'ai envie de mastiquer à droite parce que ça me permet de stimuler mon cerveau gauche, rationnel, logique, et ça me va parfaitement. Ou j'ai plutôt envie de mastiquer à gauche et je mastique à gauche parce que ça me permet de stimuler mon cerveau droit, intuitif, créatif, et ça me va très bien de fonctionner ainsi. D'accord, ok, mais ce qui change la donne, c'est quand le professeur De Chico ajoute que la mastication unilatérale, donc l'activation asymétrique des hémisphères cérébraux, est une condition favorisant l'apparition de la maladie d'Alzheimer, comme il a été démontré, ajoute-t-il, par les travaux de laboratoire. Plus largement, cette mastication unilatérale favorise l'apparition des maladies neurodégénératives. En outre, aux recherches du professeur De Chico se joignent d'autres travaux faits ces dernières années, toujours dans le domaine des neurosciences. Que donnent ces travaux? Vous vous rappelez que tous les déséquilibres dentaires sont associés, entre autres, à une ventilation nasale déficiente. Or, Riga, en 1957, dit que l'obstruction chronique de la narine droite est le plus souvent associée à des problèmes physiques et psychologiques. Darlene Ozeviec, en 1991, dans sa thèse de doctorat, affirme comment étaient réelles les associations supposées entre le rythme nasal ultradien et anxiété, symptômes de stress et processus d'affirmation de sa propre personnalité. La chercheuse a découvert qu'il existe une corrélation positive, statistiquement significative entre les individus ayant un faible niveau d'anxiété et de symptômes liés au stress et un cycle nasal régulier et les individus ayant des niveaux importants d'anxiété et de symptômes liés au stress et un cycle nasal irrégulier. Elle ajoute, ces découvertes pourraient être appliquées aux soins des troubles mentaux liés à la latéralisation. Certains types de schizophrénie, dit-elle, par exemple, semblent refléter des dysfonctionnements dans l'hémisphère gauche,
alors que des troubles du type maniaco-dépressif pourraient indiquer des dysfonctions dans l'hémisphère droit. L'application pratique de ces découvertes importantes est encore à ses débuts, disait-elle, mais semble avoir devant elle un avenir brillant dans le cadre de la prévention des pathologies dites métaboliques chroniques qui sont fort répandues dans la société occidentale moderne. La santé mentale passe donc aussi par le rapport de synchronisme entre les deux hémisphères. Donc, pour nous, dentistes, par l'équilibre buccal tel que prôné par l'OSB. Pour aujourd'hui, je vous donne cette dernière information. Un QI accru et un meilleur rendement scolaire s'observent chez les enfants qui passent de la respiration buccale à la ventilation nasale. Vous réalisez donc que la mastication physiologique, c'est-à-dire bilatérale alternée, et plus largement l'équilibre buccal, est fondamental pour la santé globale. Depuis une trentaine d'années, nous avons fait des constats récurrents, confirmés par les travaux que je viens d'évoquer. Il y a un lien net entre l'équilibre buccal et l'état général. Vu le pourcentage très important d'enfants touchés par toutes sortes de dysmorphie buccale, cela devient un réel problème de santé publique. Il devient urgent d'en prendre conscience. Cette relation entre équilibre buccal et santé sera le thème du prochain webinaire. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. À bientôt. Merci.